Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui nous sommes le lundi 19 avril. Et nous venons d'apprendre quelque chose d'assez intéressant. La Cour des comptes vient d'épingler le gouvernement suite à une étude effectuée sur les fonds destinés à la restauration et la reconstruction de Notre-Dame. La Cour des comptes dénonce une opacité sur la gestion de ces fonds et s'est rendu compte que presque 5 millions d'euros ont été utilisés à d'autres fins que ce pourquoi la loi du 16 juillet 2019 imposait à ce que ces fonds soient utilisés uniquement et exclusivement pour Notre-Dame. Scandale en vue ? Allez savoir. Le fait est, c'est que, encore une fois de plus, si la Cour des comptes a en effet raison, et je pense qu'en règle générale, on ne peut pas remettre en cause les affirmations ou les comptes rendus ou les rapports ou les enquêtes ou les études de cette Cour, même si de temps en temps elle fait preuve un petit peu de complaisance et de consensualité, là sur ce fait, c'est, je dirais, peut-être le scandale qui risque d'être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois de plus, nous sommes en face de gens qui se sont octroyés finalement, et ça je pense que beaucoup d'entre vous en sont conscients, un pouvoir absolu, voire même de cracher littéralement sur l'éthique, sur la responsabilité que le peuple leur a donnée de par leur position, de par leur responsabilité, de par aussi le fait d'être des élus. Des élus, directement ou indirectement, qui se doivent d'exécuter leur travail avec un certain professionnalisme, avec un certain nombre de règles, mais au final on se rend compte que c'est plus l'enrichissement personnel, les petites bidouilles entre copains, qui font qu'aujourd'hui, eh bien, ça va rajouter encore plus de l'eau dans le vin, du doute, de la perte de confiance envers les institutions. Notre-Dame, aujourd'hui, est en phase de consolidation et de sécurisation, et le fait est, c'est que si aujourd'hui il est... parce que là, encore une fois de plus, je ne sais pas si les médias, genre BFM, CNews, TF1, France Télévisions, vont parler de ce rapport, mais le fait est que ça rajoute encore une fois de plus aux petits arrangements, aux petites bidouilles, aux petits mensonges aussi d'un certain nombre de gens dans les institutions. Je dis bien un certain nombre de gens parce que, encore une fois de plus, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. C'est toujours en règle générale l'acte délictueux d'une minorité qui finalement jette une mauvaise réputation, une mauvaise image finalement sur un corps tout entier. C'est encore une fois de plus un événement qui va rajouter de la déliquescence finalement sur la crédibilité même de l'État. Et le fait est, c'est que, encore une fois de plus, ça démontre encore, je dirais, l'argument qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Et que aujourd'hui, si certains, il y a encore quelques mois, disaient « ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'impôts, etc. », le fait est, c'est que malheureusement, en effet, il n'y a peut-être pas des impôts, mais il y aura quand même des impôts indirects, dirons-nous. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce que je disais dans ma précédente vidéo sur ce que un certain nombre de Basques vont devoir payer par le fameux phénomène de communauté de communes, c'est-à-dire qu'on donne aujourd'hui, on a donné par voie de fait, par le fait que les institutions sont ainsi construites, les clés de la maison à des gens qui, au final, ne sont pas du tout dignes de confiance. Et là, encore une fois de plus, avec cette affaire, on peut dire que ça va rajouter encore plus de colère, finalement. De colère vis-à-vis d'un gouvernement, vis-à-vis de ministres, vis-à-vis même, je dirais, d'une classe politique d'une manière globale, d'un ras-le-bol tout entier. Et évidemment, ce genre d'affaires va servir les intérêts de cette opposition, je dirais même de cette ersatz d'opposition, contre Emmanuel Macron et contre son gouvernement.
le fait est, c'est que de toute façon, aujourd'hui, si on s'intéresse un petit peu au paysage politique avec une certaine lucidité, force est de constater qu'aujourd'hui, et je pense que certains d'entre vous l'ont bien compris, que l'on est véritablement dans ce processus de déliquescence, de décrédibiliser entièrement l'institution même de la République. Alors auquel profit? Le profit, je vous l'ai déjà expliqué, sauf que le problème, c'est qu'il va y avoir un moment donné où ça ne sera pas sans heurts, ça ne sera pas sans voir le sang verser. Car plus on avance dans le temps, plus on se rend compte qu'on y va directement. On y va dans le sens où on constate qu'il y a un certain nombre d'événements aujourd'hui qui tentent à démontrer que on n'est plus dans le sensé, on n'est plus dans la raison, on n'est plus dans l'intelligence, on n'est plus dans le bon sens. On est en totale inversion de ce qui doit être, de ce qui devrait être. Nous avons plusieurs exemples récents qui se sont produits. Nous avons, comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, cette affaire Halimi qui a fait quand même réagir Emmanuel Macron et qui demande aujourd'hui au ministre de la Justice de prendre des mesures nécessaires parce que cette décision va faire forcément jurisprudence concernant l'affaire Halimi. Là, je vous ai expliqué les raisons et les argumentaires juridiques qui ont été présentés dans ma précédente vidéo. Et le fait est, c'est que aujourd'hui, cette jurisprudence pourra donc légitimer à des gens de s'absoudre de leur responsabilité face à un délit ou un crime, sous prétexte parce qu'ils sont sous l'emprise de cannabis. Enfin, voilà, on est complètement dans un délire absolu. On a l'exemple de cette affaire, de ces policiers brûlés. Le procès a eu lieu, il y a eu des peines de prison qui sont tombées pour un certain nombre d'individus, sauf qu'il y en a d'autres qui ont été littéralement presque acquittés, alors que les débats pendant le procès ont bien démontré quand même qu'ils étaient plus ou moins complices. Et d'ailleurs, pendant le procès, ça s'est plutôt très mal passé, puisque ça a fini presque en bagarre générale dans le tribunal. Et donc, évidemment, les institutions, les représentants syndicaux de police sont très mécontents, finalement, de cette décision, parce que d'un côté, si on condamne, en effet, les auteurs directs, les auteurs ou les complices indirects, eux, repartent blancs comme neige. D'autres affaires encore. Nous avons aujourd'hui la démonstration que vous avez, je dirais, une multitude aujourd'hui de décisions au niveau de la gestion de la pandémie qui vont complètement à l'inverse de tout bon sens, de toute raison. D'autant plus qu'aujourd'hui, il semblerait que, en effet, on ait protégé les intérêts d'AstraZeneca. Alors qu'aujourd'hui, là, je crois que c'est le Danemark qui a définitivement décidé d'arrêter l'AstraZeneca. Là, on a l'Autriche qui vient d'arrêter le AstraZeneca et je crois aussi le Johnson & Johnson. Enfin, et même l'Union européenne. L'Union européenne vient de décider que finalement, il y a de fortes chances que pour l'année prochaine, l'Union européenne ne renouvelle pas de contrat avec Johnson & Johnson et AstraZeneca. Sauf que pour revenir donc à la gestion de la pandémie en France, vous avez actuellement un gros débat, je dirais même une bataille de chiffres et d'arguments sur la toile, sur le problème des services hospitaliers, et plus particulièrement des services de réanimation. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a un flou à donner des éléments tangibles, à donner des preuves tangibles. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des gens qui veulent assurer que les services de réanimation sont complètement saturés, que la situation est grave, etc. Sauf qu'on n'a aucune image. On n'a aucun journalisme, aucun documentaire, pour étayer ces affirmations-là. C'est-à-dire qu'on n'a même pas d'image de services de réanimation ou d'hôpitaux qui nous prouvent que, oui, regardez, voilà, tous les lits sont pris, là on a des personnes qui attendent dans les couloirs, etc. Non, on n'a même pas ces images-là. Alors qu'au contraire, elles serviraient, ce discours de dire, attention, on est dans une situation de pandémique, avec une saturation des moyens, etc. Non, on n'a rien de ça. On n'a que des témoignages de conviction, alors des témoignages officiels qu'on vous présente à la télévision, de médecins, d'urgentistes, etc., qui
très sincèrement, quand on les écoute et quand on les regarde, on a l'impression qu'ils ont bien appris leur leçon. Et puis, sur Internet, vous avez des témoignages d'autres gens qui disent « Mais non, au contraire, on est dans une situation normale. Oui, en effet, les services sont parfois un petit peu comblés, mais pas plus qu'ils ne l'ont jamais été ou autant été par le passé, avec les épidémies de grippe, etc. » Donc, on s'achemine de plus en plus aujourd'hui vers un conflit et un débat je dirais, une guerre, en effet, d'information, très clairement sur la pandémie. Ça va très très loin, puisque même aujourd'hui, Facebook interdit, je dis bien interdit, désormais, de poster le lien du site officiel de l'Union européenne concernant les suivis sur les effets secondaires des vaccins. Vous imaginez jusqu'où ça va? Facebook qui nous interdit de mettre le lien de ce site, qui est pourtant pas un site de fake news, c'est pas un site de complotistes, c'est un site officiel. Eh bien non, vous ne pouvez plus mettre le lien sur Facebook. Vous avez également, aujourd'hui, une intervention permanente dans les médias de gens qui sont là pour alimenter encore plus la peur. On alimente de plus en plus la peur. Alors que, aujourd'hui, nous avons par exemple aux États-Unis, au Texas, depuis maintenant presque un mois que le Texas a abandonné les restrictions obligatoires. Quand je dis obligatoires, c'est-à-dire que les gens peuvent continuer à porter un masque s'ils le souhaitent, etc. Mais, et les lieux privés, les commerces, les restaurants appliquent les règles qu'ils veulent, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des restaurants qui demandent est-ce qu'on porte le masque, etc., en dehors du fait que vous êtes à table, etc. Mais il n'y a plus de police, si vous voulez, officielle. Désormais, c'est la responsabilité de chacun. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui veulent porter le masque, ils portent le masque. S'il y a des gens qui ne veulent pas porter le masque, ils ne portent pas le masque. Et force est de constater qu'il n'y a pas de cluster, qu'il n'y a pas de reprise épidémique. Bon. Pour l'instant, attention, je mets beaucoup de réserves sur ce qui se passe aux États-Unis, parce que avec le variant brésilien qui est en train de monter en puissance, il y a peut-être des chances que d'ici peut-être mois de mai, mois de juin, aux États-Unis, tout d'un coup, on revoit une épidémie reprendre, comme c'est déjà le cas en Europe, puisqu'apparemment en Allemagne, les chiffres ont l'air de remonter encore plus. Donc, oui, il y a une volonté de faire peur aux gens, il y a une volonté de soumettre les gens. Regardez, je parlais de l'Allemagne, regardez ce qui est en train de se passer en Allemagne. Vous avez aujourd'hui Merkel qui est en train d'essayer de faire glisser, de faire passer des lois afin de renforcer les outils législatifs pour imposer des restrictions sanitaires. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, mais je l'avais dit de façon à vous avertir, à vous alerter, à vous mettre dans une alerte d'événements, de phénomènes, d'épiphénomènes, ce qui pourrait en effet étayer. Là aujourd'hui, on n'est plus dans l'épiphénomène. Là aujourd'hui, on est dans le factuel. On est dans le factuel qu'on a aujourd'hui des éléments qui, si on entrecoupe ces éléments, eh bien on se dit, il y a un point commun à tout ça. C'est qu'ils sont en train de préparer le terrain. Ils sont en train de préparer le terrain pour le fameux Grand Reset. Alors, le Grand Reset, je vous ai donné les vidéos, j'espère que, si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les voir pour que vous preniez bien conscience de ce qui se prépare, de ce qui va arriver, parce que ça va arriver. Et de ce fait, quand on voit aujourd'hui le comportement du gouvernement français, de Macron, de l'incompétence, de l'amateurisme dont ils font preuve, et pas seulement en France, mais aussi dans d'autres pays, il y a aujourd'hui un certain ras-le-bol. Je rappelle, on regarde aujourd'hui sur Twitter, eh bien on se rend compte qu'il y a énormément de vidéos de manifestations contre les restrictions. La Grande-Bretagne aujourd'hui est en train de devenir un État totalitaire. En Belgique, vous avez des manifestations. En Allemagne, vous en avez eu également en Bulgarie, vous en avez eu en Allemagne. La raison pour laquelle Merkel voudrait resserrer aussi des outils législatifs pour lutter contre justement ces manifestations. Vous en avez également dans un certain nombre de pays d'Amérique latine. Ça bouge partout. Ça bouge partout. Et vous avez même aujourd'hui
le Japon, je crois, le Japon qui est en alerte parce qu'ils se rendent compte qu'il commence peut-être à y avoir de nouveau une reprise de l'épidémie. En dehors de ces phénomènes, alors je ne vais pas revenir sur les vaccins parce que ça se reste répété, se répéter encore et encore. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris ça, mais bon, je veux dire, le fait est, c'est que même des documents officiels, vous avez beau les mettre sous le nez des gens, leur dire, voyez, c'est écrit là noir sur blanc, c'est bien écrit noir sur blanc. Eh ben non, ils ne veulent rien comprendre. Ils ne veulent rien comprendre. Alors aux États-Unis, de toute façon, c'est vaccination. Tout le monde va se faire vacciner, etc. Donc là même encore, on a eu les derniers chiffres, je crois. Alors j'ai pas les chiffres en mémoire. Si j'arrive à retrouver le tableau, je vous le mettrai ici. Des taux de létalité des vaccins. Bon, évidemment, les chiffres restent encore relativement faibles, on va dire, proportionnellement à la vaccination, mais là où j'attire votre attention, c'est pas tellement sur le problème des décès provoqués par ou pouvant être en cause les vaccins, c'est l'avenir. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on en a jusqu'en 2022. C'est en 2022 que là, les scientifiques, les chercheurs, les biologistes vont pouvoir commencer à nous donner des éléments tangibles sur l'efficacité des vaccins. Parce qu'actuellement, on vaccine tout le monde, mais justement, on est des cobayes. On est des cobayes, puisque ces vaccins aujourd'hui sont toujours en phase d'expérimentation. Vous avez des documents officiels écrits noir sur blanc, où c'est bien marqué que ces vaccins sont toujours dans une phase de certification du fait de leur processus expérimental. Je veux dire, c'est même l'Union européenne. L'Union européenne, les services de santé européens ont bien établi que, pour l'instant, l'usage des vaccins est cadré par une mise sur le marché temporaire, pas définitif. C'est une mise sur le marché temporaire, parce que les vaccins sont toujours dans des phases cliniques de test. Donc voilà, c'était pour un petit rappel par rapport à ça. Mais force est de constater que entre la pandémie, la situation économique, je veux dire la situation économique aujourd'hui, observée, là on vient d'apprendre le Bitcoin a atteint des niveaux records, je crois 68 500 $. Là il est en train de stagner, il va retomber. C'est-à-dire que là, les gens sont en train de récupérer les bénéfices sur leurs investissements. Il y a une réelle, aujourd'hui, frousse, il y a une réelle guerre monétaire. Mais quand je dis guerre monétaire, c'est une guerre monétaire. Il y a aujourd'hui une volonté d'essayer d'isoler la Russie, économiquement. Sauf que la Russie est quand même alliée avec la Chine. Donc les Occidentaux sont quand même un petit peu emmerdés. Ils sont emmerdés parce que, comme vous l'avez vu avec le gaz, les Allemands aujourd'hui ne veulent pas faire une croix sur le Nord Stream 2, parce que c'est bien gentil de vouloir sortir du nucléaire, sauf qu'il faut bien trouver des ressources énergétiques suffisantes pour satisfaire à la demande, dont le gaz fait partie. Et quel est le pays qui offre un gaz relativement bon marché pour l'Allemagne? C'est la Russie. Sauf qu'évidemment, il y a Washington qui remue la queue. Pas contente. Donc là, c'est pour ça que là, actuellement, vous avez cette petite guéguerre où, vas-y, je t'accuse d'avoir fait du piratage, je te renvoie 10 ambassadeurs, et bien puisque c'est comme ça, moi je te réexpédie 10 consulaires, etc. Enfin, c'est la petite guéguerre. Bon, l'Ukraine, on en a déjà parlé. Pour l'instant, je pense que pour l'instant, ce n'est qu'une affaire de gros bras. Là, actuellement, vous avez, en mer Noire, vous avez actuellement la flotte de Sébastopol, plus 3 flottes russes, qui font coucou à la flotte américaine qui a l'intention de rentrer en mer Noire. Donc, pour l'instant, apparemment, le projet semblerait être abandonné, mais vous avez des bâtiments russes qui aujourd'hui naviguent au large de leur port syrien,
Et en face, vous avez une flotte de différents navires de l'OTAN. Ils sont en train de jouer au gros bras. Ça reflète un petit peu et ça rejoint un petit peu ce qu'on a eu il y a quelques années. Je ne me souviens plus, je crois que c'est à cause de la Syrie. D'ailleurs, je crois que c'est en mer Noire, si ma mémoire est bonne. Enfin, il y a eu un moment où on était borderline. Quand je dis borderline, c'est-à-dire qu'on était à la limite d'une troisième guerre mondiale. Mais ça, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce que c'est pas médiatisé. Mais il y a eu un moment où ça s'est frité, mais grave. Parmi les éléments qui ont mis quand même de l'huile sur le feu, je vous rappelle cette petite anecdote, cette petite histoire de cette, alors je ne sais plus si c'est une corvette ou, enfin c'est un navire de la Navy, je ne me souviens plus de son nom, mais ah mince, c'est Johnson, non, c'est pas le USS Not Johnson. J'essaierai de retrouver et je vous mettrai l'information ici. C'est donc un navire américain, donc moderne, technique, plein de technologies, d'électronique, etc. Et il se trouve que ce bâtiment, à un moment donné, il a eu un block-out. C'est-à-dire que tous les systèmes sont tombés en panne. Et au moment où leurs systèmes sont tombés en panne, eh bien, ils se sont fait friser les moustaches par deux Sukhoi russes. C'est-à-dire que là, il y a eu une attaque. Alors, une attaque selon un procédé qu'on appelle le fameux procédé EMP, je ne sais plus, enfin c'est Electromagnetic Pulsion, qui peut, sur certaines fréquences, mettre à chaise vos systèmes électroniques. Alors, c'est pas un EMP, hein, proprement dit, c'est un autre système qui a été utilisé. Sauf que le problème, c'est que ce navire, donc évidemment, ça a fait énormément de scandales, etc., mais comme il n'y avait pas de preuves, et puis qu'il y avait une réelle tension, etc., et il se trouve que ce bateau il y a eu une enquête, etc., et plusieurs mois plus tard, je crois, le même bateau américain, a subi la même attaque, identique. Pensez bien qu'à la Navy, et Washington, Pentagone, etc., ils ont eu les boules, grandement les boules. Donc ça c'était, alors je crois que c'était en 2014. Et en 2014, on a frôlé la catastrophe. Mais encore une fois de plus, c'est de la politique de gros bras. C'est à celui qui va réussir à faire céder l'autre. Parce que de toute façon, à terme, Troisième Guerre mondiale, il n'y aura ni perdant ni gagnant. Donc ça, vous pouvez écarter la chose. En revanche, ce que les Américains souhaitent et veulent essayer de faire, c'est d'essayer d'étouffer les pays avec des sanctions économiques. Sauf que ça fait quand même depuis près de 20 ans, voire même 30 ans qu'ils le font avec l'Iran. L'Iran est toujours là. Et le problème, c'est que vous faites des sanctions économiques contre l'Iran. Si vous voulez faire la même politique avec la Russie, je pense qu'à mon avis, vous n'allez pas y arriver. Ça ne marchera pas. D'autant plus qu'actuellement, la Russie, avec la Chine et tous les partenaires asiatiques, commencent déjà à se prémunir. Ils se prémunissent déjà. Puisque, je rappelle, la Russie a mis en place son propre système interbancaire. Puisque vous savez que les Américains, ça les démange de couper la Russie du système SWIFT. Le système SWIFT, c'est le fameux système international qui vous permet d'utiliser, par exemple, votre carte bancaire lorsque vous voyagez à l'étranger. Eh bien, les Russes ont mis en place un système équivalent pour leur permettre de pouvoir, justement, de permettre aux Russes de pouvoir voyager et de pouvoir payer avec leur propre moyen de paiement. Alors, il y a plusieurs pays déjà, dont la Chine, un certain nombre, qui ont déjà signé un agrément sur ce système-là. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine réactivité de la part des Russes. Et là, vous avez même Avrov, alors je ne sais plus Azov, le ministre des Affaires extérieures, qui a confirmé que
plus l'OTAN, plus les Américains, plus l'Occident mettra des sanctions sur la Russie, plus ça sera un challenge pour eux de démontrer que ces sanctions ne servent à rien. Que la Russie sera toujours là, qu'elle sera toujours vent debout, qu'elle sera en effet confrontée à des difficultés, mais qu'elle va justement prendre ça comme un challenge pour démontrer qu'elle est capable de surmonter les difficultés. Et là, ça serait un échec cuisant, non seulement pour l'Union européenne, mais aussi pour les Américains. Parce qu'en plus de ça, comme je vous l'ai dit, derrière, il y a la Chine. Aujourd'hui, tout bon économiste vous dira que la Chine, de toute façon, il va falloir jouer avec. Subtilement, mais il va falloir jouer avec. Vouloir essayer de la battre aujourd'hui sur son propre terrain, on n'en a pas les armes. Même les Américains aujourd'hui n'ont pas les armes. N'ont plus les armes. Nous n'avons plus les armes. Donc, il faut essayer de trouver des justes compromis, mais pour cela, ça va nécessiter de changer complètement les dogmes, de changer complètement les doctrines, sur le plan économique et politique. On pourrait croire que le grand reset serait justement cette solution. Que nenni. Pourquoi ? Parce que le grand reset, même si dans l'emballage, on va vous donner des éléments, on va vous donner des choses qui en effet vont peut-être aller dans ce sens, à l'intérieur, ce sont les mêmes qui veulent les commandes, qui veulent le contrôle. Et évidemment, ceux qui veulent mettre en place le grand reset, il est hors de question de partager le pouvoir avec les Chinois. Ils veulent faire des Chinois des partenaires, mais vous savez aussi bien que moi, les Chinois, ils ne veulent pas être juste que partenaires. Ce qu'ils veulent, c'est leur part du gâteau. C'est pour cette raison que sur le plan économique, l'affaire du canal de Suez, en effet, peut soulever pas mal de suspicions. Est-ce que ça n'a pas été provoqué ? Est-ce que ça n'a pas été finalement une opération pour démontrer la fragilité du système de commercial international et de démontrer que finalement aujourd'hui le transport maritime est une voie de communication qui fut un temps intéressante, mais ne l'est plus. Parce qu'à force de toujours tirer les prix vers le bas, toujours plus de temps, toujours plus de tirer le moindre centime, il y a un moment donné où on arrive à la limite du système. Et qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir, quel est le moyen qui pourrait peut-être remplacer ou se substituer à ce transport, cette voie de communication maritime, si ce n'est passer par la terre. Et la Chine, et sa fameuse route de la soie, vous comprendrez bien qu'eux, ils ont tout un intérêt à vendre leur fameuse route de la soie. Parce que par la route de la soie, hormis le fait de traverser des pays, mais on va s'arranger, on va faire en sorte que tous ces pays par lesquels la route de la soie passe soient des pays stables, et d'une manière générale, on peut dire que ces pays sont stables aujourd'hui. Eh bien, ça garantirait à la Chine d'avoir un outil de communication efficace avec l'Europe. Et c'est ça qu'évidemment les Américains ont peur. Parce que si la Chine réussit à tirer définitivement sa voie de la soie, que ce soit voie routière ou voie même ferroviaire, imaginez des lignes rapides de marchandises par voie de ferroviaire. Vous comprendrez bien là que les systèmes de communication maritime risqueraient d'en prendre un sacré coup. Et de fait, les Américains se retrouveraient un petit peu en calcif, parce que dans ce cas-là, ils auraient beaucoup plus de difficultés à exporter leurs produits en Europe, les mêmes produits qu'ils font fabriquer majoritairement dans des pays asiatiques. Parce que, comprenez bien une chose, vous avez beaucoup de produits qui sont vendus en Europe, qui sont vendus par des sociétés américaines, mais que ces sociétés américaines font fabriquer dans des pays asiatiques. C'est-à-dire que les États-Unis font fabriquer dans des pays par des procédés de délocalisation, au moindre coût, et ensuite rebalancent les produits en Europe avec tous les bénéfices. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un moment donné où certains économistes, il y a quelques années, ils ont dit, attendez, attention, là pour l'instant les Chinois fabriquent pour des tiers, mais un jour il va arriver où ils ne vont pas fabriquer pour des tiers, ils vont fabriquer pour eux-mêmes. Je vous rappelle
la voiture électrique, hein, on parle beaucoup de voitures électriques, etc. La Chine vient de recevoir un agrément de la part des administrations américaines pour pouvoir vendre 2 véhicules électriques, un à 12 000 $ et un à 6 000 $. C'est-à-dire que là, si les Chinois commencent à attaquer le marché du voiture électrique, j'ai envie de dire, attention danger. Donc tout ça pour revenir à cette affaire de scandale de financement des fonds de Notre-Dame qui ont été extorqués, parce que là c'est de l'extorsion, hein, c'est la substitution de fonds destinés à Notre-Dame et qu'on a utilisés à d'autres fins. Eh bien, c'est peut-être l'affaire qui va rajouter encore plus, justement, ce discrédit sur ce qu'on a je dirais, de fondamental par rapport à la vision que l'on a de la démocratie, finalement. Si vous détruisez la République, si vous détruisez la crédibilité même du système représentatif par le Parlement, du système exécutif par une présidence, par un Premier ministre. Souvenez-vous, hein, il était question à un moment donné d'imaginer l'idée de supprimer le poste de Premier ministre. Eh bien, on se dit que finalement, oui, peut-être que là, nous sommes arrivés à cette fameuse phase où il y a depuis des années, on en parlait mais qu'on nous prenait pour des complotistes, on est dans cette fameuse phase de la mise en place de ce fameux nouvel ordre mondial. Parce que tôt ou tard, ils sont obligés d'agir. Tôt ou tard, ils sont obligés d'avancer leurs pions. Et bien là, aujourd'hui, on est en train de les voir avancer, les fameux pions. Sauf qu'évidemment, ça demande à chacun de nous d'avoir une certaine lucidité, d'avoir une connaissance, d'avoir une prise de conscience par rapport à ce qui est en train de se passer. Je vous rappelle, ce n'est pas qu'aujourd'hui que ça se produit. C'est le résultat d'années et d'années de processus, de déliquescence, de destruction des sociétés-nations, de destruction des souverainetés, de destruction même au sein même des peuples, par l'intégration de phénomènes migratoires avec des gens qui ont clairement des traditions, des modes de vie accentués, les travers des religions, etc., pour diviser le peuple. Aux États-Unis, c'est déjà ça. Je veux dire, la société américaine, on parle d'un melting pot, on prend toujours l'exemple du melting pot américain. Oui, il y a un melting pot. Mais ce peuple n'est pas uni. Il est uni par vertu d'être américain, de cette fierté américaine, etc. Sauf que là, aujourd'hui, on est en train de voir des phénomènes qui démontrent que cette fierté, est-ce qu'elle n'est pas finalement le résultat d'une manipulation, d'une instrumentalisation, d'une élite politique américaine contre le peuple américain? En sachant que, attention, aux États-Unis, il y a une guerre entre les mondialistes et les globalistes américains, ceux qui veulent l'hégémonie américaine. Alors que les mondialistes américains, eux, ils sont dans la politique, à un moment donné, d'envoyer à la trappe les États-Unis, où le moment où les États-Unis ne serviront plus à rien. Ne serviront plus à cette hégémonie, à cette puissance militaire, pour faire le gendarme du monde, etc. Soyons clairs, quand les mondialistes ont pris le pouvoir en Europe, les États-Unis vont liquider le pays. Et ça sera très facile de liquider ce pays. Parce que vu le bordel qu'ils ont mis, avec ces histoires de BLM, ces histoires de communautarisme, ces histoires de woke, de progressistes, etc., là, ils sont en train de foutre en l'air le pays. Très clairement. Donc, en France, c'est pareil. Aujourd'hui, en France, ils sont super bien avancés dans la destruction du pays. Regardez aujourd'hui l'insécurité. Regardez les injustices. Regardez aujourd'hui même sur le plan politique, aujourd'hui, quand vous voyez les écologistes ce qu'ils sont en train de faire, j'ai rien contre l'écologie. Mais je veux dire, c'est des écologistes de salon, c'est pas des vrais écologistes. C'est des écologistes qui sont là pour faire des conneries. Vous avez vu cette vidéo du conseil municipal de Vincennes, avec cet écologiste élu qui refuse de subventionner un yacht club, et que lorsque la présidente du conseil lui pose la question de savoir quel est son argument pour refuser la subvention au yacht club, et il répond, parce que c'est des bateaux.
Donc les bateaux, ça utilise des polluants. Et là, on entend évidemment tout le conseil municipal en train de rigoler. Et on lui dit, mais non, mais le yacht club, c'est des bateaux à voile. C'est des bateaux avec le vent. Il n'y a pas de polluants. Alors le mec, il essaie de se rattraper un petit peu la corde. Oui, mais il y a un accord avec le port irlandais, l'air de dire, oui, mais ce port irlandais est polluant, etc. Et là, la présidente insiste et dit, non, mais attendez, la subvention du yacht club, le yacht club, c'est de la navigation à voile. Alors, un, c'est un élu. Deux, le mec, il a un pouvoir donc de donner, de pas donner, de voter, de pas voter, etc. sur des subventions. Et le mec, il connaît même pas son sujet. C'est-à-dire que le mec refuse une subvention à un yacht club. Il n'était même pas au courant que c'est un yacht club avec des bateaux à voile et pas à moteur. Et c'est à ces gens-là qu'on donne des pouvoirs. C'est à ces gens-là qu'on donne des responsabilités. Mais regardez autour de vous. Regardez dans vos municipalités, regardez dans vos paysages politiques locaux. Il y a un moment donné, vous dites, mais ces gens-là ne sont pas dans la réalité ou quoi? Ils font exprès. Quand vous avez même au sein d'un gouvernement, d'une autorité, un président qui dit blanc et le lendemain un premier ministre qui dit noir, il y a un moment, on dit, mais attendez les mecs, vous faites des réunions, il y a, je sais pas, il y a le conseil des ministres le mercredi, là, qu'est-ce que vous faites? Vous jouez au Jokari ou quoi? Enfin, on nage en plein délire. On nage en plein délire. Sauf que si vous avez conscience de ce projet de destruction des États-nations à l'échelle européenne, mais là encore, évidemment, qu'il y ait un projet de destruction des États-nations pour transférer des pouvoirs au sein d'un gouvernement global européen, à la rigueur, mais au moins que cette Union européenne soit crédible. Or, elle aussi, elle n'est pas crédible. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et là je vais vous donner mon sentiment personnel, c'est que ça fait depuis, Obama, depuis les années 70, puisque si vous avez vu ma vidéo sur l'Union européenne, on voit bien que ça correspond plus ou moins bien, qu'ils ont essayé de mettre en place progressivement leur fameux plan. Leur plan de globalisation, de nouvel ordre mondial, ce même nouvel ordre mondial tant promu par des gens comme M. George W. Bush, comme M. Tony Blair, comme M. Nicolas Sarkozy, et d'autres politiciens aussi, français, qui ont souvent fait des références par rapport à ce nouvel ordre mondial. On a l'impression que on est dans la phase où, en fait, ils se disent, non, là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de... Et que cette pandémie... Alors, attention, je vais faire comme fait De Villiers actuellement. Il dit, attendez, je ne dis pas que la pandémie a été provoquée, je dis seulement c'est que la pandémie a permis une opportunité assez globaliste, assez mondialiste, eh bien, d'accélérer le plan. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, M. De Villiers, il passe un peu partout actuellement avec son livre. Il vous parle en effet de ce dont je vous ai parlé dans mes vidéos. Il parle par exemple de cette fameuse réunion de l'Event 501 ou 521, je ne sais plus qui avait eu lieu au mois d'octobre 2019, qui comme par hasard faisait un scénario pandémique sur un corona, sur un SRAS-2. Pourquoi un SRAS-2 ? Tout simplement parce que le SRAS était déjà connu depuis 2002-2003, et qu'on savait que le SRAS pouvait éventuellement être une menace à l'échelle mondiale. Et donc, il y a un moment donné, M. De Villiers, lui, pose, en effet, les jalons de certains éléments, de certains faits, qui interrogent. Bon, sauf que je lui reprocherais un petit peu d'être un petit peu vague sur certains points. Il ne va pas franchement dans le détail. Je vous donne ma conviction, c'est que M. De Villiers, même si pour l'instant il ne s'affirme pas, il se pourrait que si jamais, d'ici la fin de l'année, il se trouve que Macron
a des chances de ne pas se faire réélire, et que si l'option Marine Le Pen, hein, comme je l'avais expliqué, s'avère ne pas fonctionner, hein, pour ceux qui ne suivent pas, je vous rappelle, Marine Le Pen est éventuellement la possibilité d'accélérer le plan, c'est-à-dire se dire, la France, là, il faut mettre le feu, mettez le chaos dans la France pour ensuite prendre des lois liberticides, pour imposer la loi martiale, pour imposer un système totalitaire sous le coup de la sécurisation de la nation, de la sécurisation, de la pérennisation, de la reprise de l'autorité de l'État sur la nation. Eh bien, mettez Marine Le Pen à l'Élysée, vous avez la très bonne occasion de mettre le feu au pays. Vous voyez le truc? Puisqu'on le voit bien, hein, là depuis quelques mois, ils essaient de glisser des lois avec toujours plus de restrictions, des atteintes à un certain nombre de libertés, de droits fondamentaux, etc. Bon, bah, mettez Marine Le Pen à l'Élysée, bah, là vous avez toute la gauche, tous les antiracistes, tous les antifascistes qui vont foutre le bordel dans toutes les grandes villes, et qui va obliger à un moment donné Marine Le Pen, avec le Parlement, de prendre des décisions, de mettre la loi martiale dans les grandes villes, et de ressaisir le truc. Et derrière, en coulisses, là, vous avez les mondialistes, avec le grand sourire, qui vont pouvoir commencer à mettre en place leur nouvel ordre mondial. Soumettre le peuple, c'est la priorité. Donc comment soumettre un peuple si ce n'est par la loi, par les institutions, par la Constitution? Donc ça, c'est la théorie. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est ce qui est prévu, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, je dis simplement que c'est une théorie qui, à mon sens, est tout à fait crédible. Mais ça voudrait dire, donc ça veut dire que d'ici la rentrée, d'ici novembre, décembre, bah Emmanuel Macron, son sort, il est scellé. D'où, éventuellement, si on ne veut pas en venir, ou si on ne veut pas en arriver à l'extrême, il faut trouver un substitut. Et le substitut, c'est De Villiers. Alors je vous le dis, pour l'instant, il dit que non, il ne veut pas y aller, que ce n'est pas son intention, etc. Mais force est de constater que dans son discours, on a l'impression qu'il tâte le terrain, en fait. Il essaie de voir si ses interventions, est-ce qu'il a l'opprobre du peuple, est-ce qu'il est soutenu sur les réseaux sociaux, dans ce qu'il dit, est-ce qu'il a un soutien qui peut éventuellement être un socle intéressant pour une prise de décision d'y aller. Mais attention, De Villiers, c'est un atlantiste. En gros, si vous voulez, pour 2022, si le peuple français ne réagit pas, si le peuple français décide de ne pas interagir pour faire un choix, c'est-à-dire avec un leader, hein, ça revient à ce que je disais dans une vidéo Faites ta révolution, où je vous expliquais un petit peu le schéma, s'il n'y a pas de leader qui ressort, un leader populaire, un leader qui vient du peuple, un leader qui ne vient pas de l'élite, qui ne vient pas de Paris, qui ne vient pas de ces milieux bourgeois, eh bien, en 2022, vous allez voter, mais à contre-cœur pour des gens que vous ne voulez pas. C'est-à-dire qu'on va vous obliger à faire ce que les Américains ont fait, c'est-à-dire voter pour un candidat qu'ils ne veulent pas, et parce qu'on ne va pas remettre un Donald Trump pour 4 ans, et bien tout le monde s'est mis à voter pour Biden. Enfin, une grande majorité de gens ont voté Biden. Hein, preuve en est, c'est que quand on voit les résultats des deux candidats, je crois que c'est une des élections où il y a eu le plus grand nombre de participations depuis ces 20 ou 30 dernières années. Parce que je crois même Bush, en 2000, n'avait pas atteint, je crois qu'il avait fait 60 millions de voix, je crois. Enfin, 70 millions, entre 70 et 75 millions pour Biden et Trump, les deux. Même Trump qui a fait plus qu'en 2016. En général, un président en place qui fait toujours un petit peu moins que ce qu'il avait fait. Obama avait fait moins que ce qu'il avait fait en 2007. Donc là, il y a des questions qui se posent, hein, en effet.
Hein, et donc en 2022, oui, il y a des chances que vous vous retrouviez dans cette situation de non-choix. Parce qu'évidemment, là, actuellement, tout le monde veut y aller. Là, il y a Xavier Bertrand qui est en train de taper à tous les râteliers. Là, il vient de nous annoncer apparemment que s'il était élu président, il lancerait l'ouverture d'une nouvelle centrale nucléaire, etc. Enfin, vous voyez, il y a un opportunisme et un clientélisme qui va jouer énormément. Là, pour les élections régionales, on a les France Insoumises qui savent très bien qu'ils ne feront pas grand-chose, voire rien, donc ils s'allient un peu partout avec les écologistes. Sauf que là, les écologistes, en ce moment, ils n'ont pas forcément très bonne réputation. Parce qu'avec toutes les conneries qu'on a pu entendre, depuis les fameux maires élus pendant les municipales, avec là la Pompili qui nous sort des délires complètement irréalistes, qui vient de la 4e dimension, etc., on verra bien sur les régionales si les écologistes confirment ou pas. Si jamais au régional, les écologistes renforcent leur présence sur le plan politique, bah là, ça veut dire qu'en réalité, je dirais qu'il y a les 2/3 des Français urbains qui ont voté et le reste n'a pas voté. Hein, c'est-à-dire que là, on compte de plus en plus finalement sur le vote urbain des grandes métropoles, etc. Mais les autres, bah, allez vous faire foutre. Hein, donc on verra bien, hein, je crois que les départementales et régionales ont lieu au mois de juin, donc on va voir un petit peu les résultats, mais je pense que les résultats sur le plan politique vont être très intéressants, vont permettre de donner véritablement la tendance de savoir est-ce que les Français, tous les Français qui ont voté écolo, est-ce qu'ils ont compris la leçon ou pas? Est-ce que les écologistes, est-ce que les écologistes environnement, les Verts, vont... non, c'est Écologie Europe, les Verts, ou enfin EELV, je ne me souviens plus, c'est les Verts, mais c'est Europe Écologie, voilà, c'est Europe Écologie, les Verts, vont conforter leur position, voire peut-être même progresser. On va voir. Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que le Rassemblement National va conquérir des parts politiques sur le plan départemental et sur le plan régional? Donc, et ce qui est assez amusant, parce que d'ailleurs, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les médias ne parlent pas beaucoup de la campagne. Ne parlent pas beaucoup des élections. Parce que justement, ils se disent, ça serait pas mal si les gens n'aillent pas voter. Ça serait bien si finalement on contribuait au fait de pousser les gens et de motiver les gens à s'en foutre. Et de ne pas aller voter. Parce que justement, apparemment, ils commencent peut-être à avoir les chocottes. Donc tout ça pour revenir à cette affaire, on va voir si elle va véritablement devenir un scandale ou pas. Mais quand même, quand on pique dans la caisse des fonds pour Notre-Dame pour payer des salaires et des loyers d'administration ou de services publics, il y a un moment donné où ça fait véritablement tâche. Mais on verra bien comment le traitement va être fait. On va bien voir comment les médias vont réagir. On va voir si des têtes vont tomber ou pas. Parce que là, franchement, s'il ne se passe rien, si on dit « Oh, c'est une erreur, excusez-nous, mais non, mais tout compte fait, en fait, c'était les loyers et pour justement qui sont liés en fait à Notre-Dame, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour payer les loyers des artisans, des compagnons qui sont venus pour reconstruire Notre-Dame, etc. Oui, mais ça fait comme les dîners clandestins où on te balance, oh bah c'est pas grave, vous savez, excusez-nous. Bah si, c'est grave, parce que ça fait quand même depuis près d'1 an que les Français subissent des restrictions sur leur liberté, que vous avez des tas de restaurateurs qui aujourd'hui sont en train de mourir, voire même certains ont déjà déposé le bilan. Et pendant ce temps-là, vous avez une petite élite bourgeoise, parisienne, qui s'amuse à aller bouffer dans les grands restaurants. Puisque là, on a eu une sénatrice, je crois, une députée, qui s'est fait choper à la sortie du Meurice. C'était un repas à 2 dans un salon, donc c'était pas un restaurant, le restaurant était fermé, etc. Non, mais le problème, c'est que tu es allé dans un endroit où forcément il y a une facturation. Je veux dire, le Meurice, il rince pas à l'œil, que je sache. Le Meurice, il va facturer. Il va facturer à qui? Au ministère.
au Parlement. Donc s'il y a facture, donc ça veut dire qu'il y a restauration, même si c'est dans un salon privé. C'est ça. Non mais, vous voyez jusqu'à quel niveau. Alors soit c'est de l'incompétence de ne pas se rendre compte qu'en effet ça pose un problème, ou alors c'est du foutage de gueule. Donc tout ça pour dire, soyez vigilants, observez bien, analysez bien, prenez du recul sur les informations, parce que là, je pense que ça va pleuvoir de tous les côtés. Parce que là, en effet, il y a tellement d'informations, il y a tellement de sujets que je voudrais bien traiter dans ces vidéos, mais c'est quasiment impossible parce que ça n'arrête pas, Il y a même des fois des infos que je vous donne, et puis dans le moment où je suis en train de monter la vidéo et je la publie, tout d'un coup, paf, il y a une autre info qui tombe. Enfin, ça va très très vite, Mais sauf qu'évidemment, après, c'est une question de perception, c'est une question de connaissance, c'est une question de sensibilisation à comprendre les choses. Et je vais terminer par cette petite info qui est quand même tout à fait significative du principe de la manipulation. Vous savez, vous avez entendu parler peut-être que j'avais fait une vidéo justement sur les BLM où j'avais fait un petit peu décortiquer ce qu'il y avait en coulisses de BLM. Sur les 3 officiellement fondatrices de BLM, 2 ont quitté le mouvement et la troisième, vient de se faire choper. Alors non pas qu'elle a acheté une maison, mais elle en a acheté 4. 4 maisons dans un quartier près de Los Angeles, qui est Canyon Topanga, qui est je crois au nord de Malibu. Sauf que là, vous avez, alors je crois que c'est la cellule BLM de New York ou de Chicago, je ne sais plus, qui là a commandité une enquête. Parce qu'évidemment, là, vous comprenez bien que les enjeux idéologiques sont importants, d'autant plus qu'en ce moment à Minneapolis, là, il y a encore un jeune qui a été tué, qui remet de l'huile sur le feu pendant l'affaire Chauvin. Et vous avez en ce moment sur les médias américains, alors ça pleut de partout, vous avez des bavures un peu à droite à gauche, là, il y a vraiment une focalisation sur les armes, parce qu'évidemment, on sait que Biden a l'intention d'essayer de renforcer, et d'ailleurs, il a soumis au ministère de la Justice américaine le fait de présenter au Parlement un projet pour renforcer la vente des armes aux États-Unis. Alors, il n'est pas question d'interdire la vente des armes, parce qu'évidemment, on se reposerait toujours sur ce fameux second amendement de la Constitution américaine, mais au moins de limiter le catalogue des armes disponibles à la vente. Ce qui va, à mon avis, être encore un flop pas possible, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à prendre une loi, tout le monde va être content, ils vont crier victoire, mais comme vous le savez, les États-Unis, c'est l'Union, chaque État est indépendant, donc chaque État fait un peu ce qu'il veut, hein, en gros. Et donc, en ce moment, il y a beaucoup d'événements qui, en réalité, sont des événements assez quotidiens aux États-Unis, mais là, il y a une focalisation sur ces événements-là, évidemment, pour servir la sauce de Biden sur les armes. Et le fait est, c'est que, évidemment, ce qui est assez amusant, c'est que lorsqu'il s'agit de blacks victimes, là, évidemment, projecteurs, ce qui renforce, et ce qui va renforcer le mouvement BLM, pour essayer, finalement, d'occulter ce scandale au sein d'une fondatrice BLM. Très sincèrement, je vais vous dire, le mouvement BLM, il va continuer à exister, mais c'est-à-dire que parmi les 3, je vous ai dit, il y en a 2 qui sont déjà partis. La 3e, à mon avis, là, c'est une opération certainement pour la dégager. Et le mouvement BLM va en fait être récupéré par les philanthropes de gauche, dont la Fondation Ford est l'un des fers de lance. Sauf qu'il y a beaucoup d'Américains, d'Afro-Américains, et même surtout des Blancs américains, ce qui est paradoxal d'ailleurs, qui n'ont toujours pas compris que BLM est en fait un instrument de manipulation de masse. L'intention, en effet, est mise en avant de lutter contre le racisme, contre les violences policières, sauf que le problème, c'est que ça ne met pas sur la table les réels problèmes.
Le réel problème, c'est des problèmes d'administration, c'est des problèmes de copinage, c'est des problèmes de structure, c'est des problèmes décisionnaires, c'est des problèmes de responsabilité. Et d'ailleurs, même le procès Chauvin, Derek Chauvin à Minneapolis, a soulevé ce problème. Vous avez un des responsables de la police qui a dit que l'usage du genou sur la neck n'a jamais été enseigné aux polices de Minneapolis. Alors pourquoi Chauvin a utilisé ce procédé-là? Pourquoi des policiers continuent à l'utiliser? Si les policiers n'ont pas été entraînés à cet usage, il y a un flou. Vous voyez, c'est le problème aux États-Unis, et c'est le problème qui va arriver aussi en France vis-à-vis des polices, c'est que on donne un uniforme, un flingue, une autorité à des gens qui ne devraient pas en avoir, qui n'ont pas le profil psychologique, qui n'ont pas la maturité, qui n'ont pas le sens des responsabilités, voire même des fois qui n'ont pas le physique. Et comme malheureusement aux États-Unis, si on dit « désolé, tu peux pas être flic parce que tu es trop gros », c'est de la discrimination. Non mais c'est le même problème, hein. C'est avec tous les problèmes de l'LGBT, transgenre, oui, mais tu peux pas être flic parce que, excuse-moi, mais voilà, physiquement, t'es un homme qui veut être femme, mais il y a un problème. C'est le même problème, si vous voulez, inversement dans le sport de haute compétition. Si vous mettez dans les compétitions femmes des transgenres, même s'ils se disent femmes, même s'ils ont l'allure d'une femme, ils n'en restent pas moins morphologiquement des hommes. Donc avec une masse musculaire beaucoup plus importante que chez une femme. Il y en a certains qui vont dire « ouais, mais il y a des femmes qui sont plus fortes que les hommes ». Oui, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des cas d'exception, mais d'une façon générale, d'une façon globale, en athlétisme, par exemple, il va y avoir des gros soucis dans certaines universités américaines. Il y a déjà des jeunes athlètes qui vont jeter l'éponge. Ça ne sert à rien qu'on se fasse chier à faire des entraînements 6 heures par jour, si c'est pour n'avoir aucune chance de gagner, parce qu'en face, on nous met un transgenre, avec tout le respect qu'on lui doit, mais qui physiquement est supérieur à nous. Donc on n'a aucune chance de gagner. Dans les autorités, dans les polices, etc., c'est pareil. Il y a un profil à avoir, sauf que le profil, aujourd'hui, il est discriminant, donc on ouvre les portes à des gens, parce que comme ça, c'est politiquement correct, sauf que en réalité, ça ne fonctionne pas. Et malheureusement, en France, c'est le même problème. Pas tout à fait le même problème, mais le résultat va être le même, c'est que, vu qu'on a de moins en moins de candidats pour rentrer dans la police nationale avec des niveaux d'études relativement élevés, ou tout du moins proportionnel à ce qu'on attend de pouvoir donner un uniforme à quelqu'un qui a au moins comme quelque chose dans le crâne, on se rend compte que de moins en moins de jeunes qui sont pris dans la police ont le niveau. Je veux dire, quand on veut utiliser des armes idéologiques utilisant le racisme, l'antiracisme, tout ce qui est anti, contre les LGBT, etc., j'ai rien contre, au contraire, pour faire évoluer les mœurs dans la société. Sauf que quand on en fait des armes idéologiques et des outils de propagande pour obliger les institutions à accepter ce qu'elles ne devraient pas logiquement accepter parce qu'elle a la responsabilité de certaines conditions, de certaines normes, de certains codes. Sauf qu'évidemment, le mot norme, déjà, il y en a qui ont les oreilles qui sifflent, il y a un moment donné où ça ne peut pas fonctionner. Et au niveau des BLM aujourd'hui aux États-Unis, là c'est pareil. Aujourd'hui, BLM est devenu presque une religion chez certains Américains. C'est-à-dire que si tu critiques BLM, c'est que tu es raciste. Non, c'est pas la question d'être raciste. C'est la question que tu es embrigadé, que tu es endoctriné dans quelque chose qui est un outil de manipulation, qui est un outil idéologique, qui n'a rien d'humaniste, qui n'a rien... La preuve en est, c'est que même les fondatrices ont admis qu'elles ont des motivations politiques, motivations marxistes. Et ce qui est encore plus vrai, c'est quand vous avez des Afro-Américains qui savent se servir de leur cerveau et qui disent « moi je ne suis pas BLM parce que j'ai pas envie de suivre un mouvement de coco, de communistes ». Vous voyez,
Et c'est pour ça que quand vous avez des manifestations aujourd'hui, on ne peut pas compter uniquement sur les manifestants BLM. Faut mettre de l'huile sur le feu. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté les extrêmes gauches, les anarchistes, les antifas dans le lot. Sauf qu'eux, ils sont tellement incontrôlables qu'ils vous foutent le bordel. Sauf que là, aujourd'hui, à Portland, je peux vous dire qu'à Portland, ils sont très mal, parce que y a un exode du centre-ville, les investisseurs sont en train de partir, les commerces ferment les uns après les autres, il y a même des projets de construction, de buildings, etc., qui ont été abandonnés, qui ont été annulés. Donc je peux vous dire que la municipalité de Portland, il y a un an, oui, pro-BLM, etc. Sauf que là, les BLM plus les Antifa, etc. sont en train de foutre le bordel dans le centre-ville de Portland. Sauf que là, la municipalité, à mon avis, le maire de Portland, là, la prochaine maire municipalité, il saute. Toute l'administration saute. Là, c'est fini, terminé. C'est comme à Seattle, hein, la ville est en train de tomber. Hein, mais ça, évidemment, on n'en parle plus, parce que ça fait mauvais genre. C'est une preuve d'échec, si vous voulez. Et c'est ce qui risque d'arriver dans un certain nombre de villes américaines pour essayer, une fois que la pandémie sera terminée, pour essayer de cacher, de planquer sous le tapis la crise économique qui va leur tomber dessus, eh bien on va foutre le feu dans les grandes villes. Voilà, et on va mettre ça sur le dos des luttes antiracistes, des luttes contre les blancs, tous les problèmes de woke, voilà, on est en train de diluer tout ça pour faire une soupe qu'on va jeter sur le pays pour planquer la crise économique qui arrive derrière. Et en Europe, je pense que ça va être à peu près la même chose avec les outils adaptés aux cultures européennes. Donc voilà pour cette vidéo. Beaucoup de choses liées les unes entre elles, mais voilà, c'est aussi ça l'analyse, c'est aussi ça aussi la capacité de voir les choses de façon globale et pas de façon obtuse, faisant une fixation sur quelque chose sans voir les à côté et sans voir les intérêts, les bénéfices que peuvent tirer certains de cette situation, même quand elle nous paraît totalement illogique, même quand elle nous paraît totalement insensée, même quand elle nous paraît complètement illogique, elle ne l'est pas forcément pour tout le monde. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et à la prochaine.